Salut! Sans plus tarder, je vous invite à vous installer confortablement car l'histoire de David Kinney commence maintenant. David Kinney est né en 1986, il est originaire de l'Ohio aux États-Unis. L'Ohio est un État américain qui se trouve dans le Midwest entre le Michigan au nord, la Pennsylvanie à l'est, l'Indiana à l'ouest et la Virginie occidentale au sud-est. On connaît l'Ohio pour son industrie de voitures, mais aussi l'un des fameux swing states pendant les élections présidentielles. En gros, c'est un État qui influence fortement le résultat final parce que son électorat est particulièrement diversifié. C'est là que grandit David au sein d'une famille plutôt modeste et traditionnelle. David développe une éthique très forte vis-à-vis du travail, il est dévoué, il est persévérant et n'abandonne jamais. Les gens du Midwest, sans faire de généralité, ont tendance à préférer une vie simple et modeste aux paillettes et à la superficialité. Les gens de la communauté de l'Ohio s'entraident et dans le quartier où grandit David, tout le monde se connaît. La famille de David est très pieuse, comme c'est souvent le cas dans les milieux traditionnels américains. Dès son plus jeune âge, David est perçu comme quelqu'un de serviable, respectueux, quelqu'un sur qui on peut toujours compter. C'est un enfant gentil, un garçon sage. Ses profs et ses camarades l'apprécient parce qu'il n'est pas du genre à viser le statut du gars populaire. David est au contraire totalement investi dans ses études. Il préfère réviser ses cours plutôt que de sortir, un garçon bien sage. À l'adolescence, David reste toujours aussi discret, ce qui ressort surtout de cette période où on est généralement mal dans sa peau. Pour lui, c'est son sérieux et son sens du devoir. Et après avoir terminé ses études secondaires, David ne choisit pas de poursuivre des études universitaires. Derrière ce choix, on devine une volonté de commencer à travailler le plus rapidement possible. David s'oriente donc vers un domaine technique et décroche un poste dans un secteur assez particulier, les mines de charbon. Petite parenthèse, l'Ohio est un producteur historique de charbon, surtout dans le sud-est dans la région des Appalaches. David, c'est donc un homme courageux qui ne réchigne pas devant le travail et qui veut faire ses preuves dans les mines de charbon. On est en 2011 quand David termine avec brio sa formation en sécurité minière. Quelques années auparavant, en 2008, il se marie à une femme nommée Sherry, avec qui il avait déjà fondé une jolie petite famille. Sherry donne naissance à 3 beaux enfants. En 2003, le couple accueille le premier bébé, suivi d'un deuxième en 2004 et un troisième en 2007. Dans son rôle de papa, David est vu comme un homme dévoué et attentionné. Il passe beaucoup de temps avec ses enfants, même s'il travaille dur. Il trouve toujours un moment pour jouer avec eux et subvenir à leurs besoins. Dans l'Ohio, où tout le monde se connaît et où les communautés sont très soudées, David est un homme respecté. Avec sa famille, ils vivent dans le comté de Belmont, dans la petite ville de Bel Air. C'est une ville industrielle surtout connue pour ses usines de verre et ses activités en rapport avec les mines. Aujourd'hui, Bel Air conserve un certain charme, celui d'une petite ville américaine typique. Là-bas, tout le monde se rend service et il fait bon vivre. Pour en revenir à cette formation minière, c'est à cette époque que David rencontre celui qui deviendra son meilleur ami, Brad McGree. Lui aussi est un homme de l'Ohio, il a beaucoup de points en commun avec lui. Et pour dire quelques mots sur Brad, il est né le 24 octobre 1973 à Cambridge dans l'Ohio. C'est un homme qui a une excellente réputation, sa personnalité très douce, amicale, on peut dire qu'ils se sont bien trouvés tous les deux. Brad suit les mêmes études que David et c'est comme ça qu'ils se rencontrent. Ce qui plaît beaucoup à David chez Brad, c'est son courage. Même s'il vient d'un milieu très conservateur, Brad s'affirme à 100% en tant qu'homosexuel. Il est gay. Il ne le cache pas, c'est vraiment quelque chose d'important pour lui de ne pas se cacher à ce sujet et pourtant dans l'Ohio, l'un des États les plus conservateurs et croyants des États-Unis, les amis de Brad disent qu'il est chaleureux, c'est quelqu'un qui est toujours prêt à tendre la main à ceux qui en ont besoin. Ses collègues, ses voisins l'apprécient, il a beaucoup d'amis dont il est très proche. Des amis qu'il considère même comme sa propre famille. Côté vie amoureuse, Brad connaît des relations tumultueuses. C'est un homme qui a clairement besoin d'amour.
Et dans un état comme l'Ohio, c'est très difficile de faire des rencontres parce que les personnes gays ne s'affichent pas. Déjà, ça pourrait être dangereux. Les milieux religieux peuvent considérer cette orientation sexuelle comme un mode de vie déviant. Pour trouver chaussures à son pied, Brad va devoir intégrer les milieux LGTB friendly. Mais là encore, faut-il les trouver. David, lui, accepte Brad comme il est, ça ne le dérange pas qu'il soit gay. D'ailleurs, il l'a totalement intégré à sa famille, bien plus qu'un simple ami. Il est surnommé Oncle Brad par les enfants de David. Il est là pour les anniversaires, les fêtes, les vacances. Il devient presque un membre de la famille à part entière. Sherry adore Brad. Elle le considère comme un véritable ami. Alors, nous sommes le dimanche 7 mai 2017 à Bel Air. Dehors, il fait 30 degrés. C'est un printemps très chaud, comme c'est le cas souvent dans cette région. C'est le jour parfait pour se détendre, organiser un petit barbecue, mais dans notre cas, pas du tout. Pour cette journée, David a un programme bien précis. Il prévoit de rendre visite à Brad avec sa femme et leur fille. Ils vont chez lui en début de journée pour lui ramener un herbicide qu'il les avait emprunté pour le jardin. Mais quand il arrive dans la maison de Brad, ils vont remarquer quelque chose d'inhabituel, quelque chose de bizarre. La porte d'entrée de la maison est légèrement entrouverte. Inquiets, David et Sherry se regardent et décident d'avancer. Ils entrent dans la maison pour vérifier si tout allait bien. Ils appellent Brad plusieurs fois, mais personne ne répond. C'est à ce moment qu'ils découvrent dans le sous-sol le corps sans vie de Brad. Quelqu'un lui a visiblement tiré dessus. David, en état de choc quand il découvre l'impact de 2 balles dans la tête et au niveau du cou de Brad. Très vite, Sherry appela le 911. En panique, elle dit à l'opérateur qu'il y a du sang partout et que son ami est mort. Ça a dû être une scène horrible pour le couple de découvrir le cadavre de leur meilleur ami et en plus avec leur fille. Les caméras de surveillance près de la maison, qui est maintenant une scène de crime, montrent que David sort de la maison après la découverte du corps et il semblait être totalement bouleversé. Le jour même, David est interrogé par les enquêteurs au poste de police du comté de Belmont où le chef détective Ryan Allard du bureau de shérif commence l'enquête pour homicide. Pendant son interrogatoire, David change constamment sa version des faits. Son interrogatoire va durer 45 minutes. Dans cet interrogatoire, on va voir David pleurer, hurler face à l'agent et lui promet qu'il dira tout ce qu'il sait. L'enquêteur Ryan fait preuve de patience. Il adopte une approche à la fois bienveillante, mais aussi passive et agressive. Il va lui servir un verre d'eau, des mouchoirs quand il pleurait. Pendant qu'il part chercher des affaires, le détective fouilla dans le téléphone de David et il remarque que des messages ont été supprimés. Des messages que David a envoyés à Brad et c'est des messages qu'il a reçus. Grâce aux informatiques avancées dont dispose la police, le détective réussit à restaurer les messages supprimés. Et ces messages sont très révélateurs. On retrouve également des vidéos à caractère sexuel. Au départ, David raconte au détective qu'il a trouvé le corps de Brad avec sa femme et sa fille, mais rapidement son histoire devient confuse. C'est à ce moment qu'il parle d'un autre homme qui aurait pu être présent pendant la fusillade. Ça aurait pu être un certain Scotty, un homme qui décrit comme étant de la mauvaise graine, un homme qui a un casier judiciaire. Et comment est-ce que David serait au courant de la présence de Scotty dans la maison de Brad? Et surtout, est-ce que ça veut dire que David était au courant que Brad était mort avant de rentrer dans la maison? Et si c'est le cas, est-ce que ça veut dire que David a fait semblant d'être choqué quand il est rentré dans la maison avec sa femme et sa fille? Et puis, qui est ce Scotty? Un voisin, un amoureux, un ex, un membre de la famille de Brad? Ça fait beaucoup de questions. David mentionne donc cet homme comme un potentiel suspect qui a du passé criminel, un règlement de compte qui aurait pu dégénérer. C'est possible bien ou bien ça serait un simple mise à mort à cause du fait que Brad est homosexuel. Des agents vont se rendre au domicile de l'ex-petite amie de Brad, Scotty, et c'est la mère de Scotty qui va ouvrir la porte. Et ce qu'elle leur dit va exclure totalement la responsabilité de son fils. Pour une simple et bonne raison, Scotty est en prison et ce depuis quelques semaines.
Il n'a pas respecté les conditions de sa libération, donc il est retourné derrière les barreaux. Donc ce scénario de l'ex-violent qui veut régler ses comptes est définitivement éliminé des possibilités dans l'enquête. Les policiers s'entretiennent ensuite avec une femme, la cousine de la victime. Elle déclare que le jour des faits, elle était avec Brad jusqu'à 13h30. À ce moment, son cousin lui dit qu'il doit partir, il a un rendez-vous avec un certain DJ, un homme marié avec qui il a une relation secrète depuis des années. D'après la cousine de Brad, cet homme se dispute constamment au sujet de sa femme. Brad n'attend qu'une chose, qu'il la quitte pour qu'il puisse enfin vivre sa vie tranquillement avec lui. Et quand on lui demande qui se cache derrière le surnom DJ, elle répondit qu'il s'agit de David. Comme il change de version toutes les 2 secondes, David est peut-être mêlé à la mort de son meilleur ami. Et David finit par admettre que c'est lui qui a tiré sur Brad. Par contre, c'était un acte de légitime défense. Brad l'a agressé, il a eu peur, alors il s'est défendu. Ça pourrait être vrai, mais pourquoi est-ce que Brad voulait faire du mal à son meilleur ami? Tout se passait si bien entre eux. Et c'est là que les enquêteurs vont approfondir et découvrir les messages que David envoyait à Brad après sa mort, ce qui rend la théorie de la légitime défense encore plus suspecte. Pourquoi envoyer un message à une personne que tu viens de tuer si ce n'est pas pour embrouiller les pistes des enquêteurs? David cherche clairement à prouver qu'il n'est pour rien dans la mort de Brad. La preuve est communique avec lui après son assassinat. Au fur et à mesure que David s'enfonce dans ses mensonges, les preuves récoltées sont de plus en plus accablantes. Les policiers prennent vite conscience qu'ils ont devant eux un manipulateur prêt à tout pour se dédouaner de son implication dans le meurtre de Brad. Mais pour l'instant, on n'a pas encore récolté la vérité. L'enquêteur le met face à ses contradictions. Ensuite, il va livrer sa théorie. Il pense que quelqu'un a tiré sur la victime par accident. Peut-être en faisant une telle supposition, David mort à l'hameçon. Il pourrait peut-être utiliser cette histoire d'accident pour se tirer d'affaire. Il invente un mensonge au sujet d'un homme à la silhouette athlétique et un peu négligé qui aurait tiré sur Brad. Cet homme conduirait une BMW, mais on sait grâce aux images de vidéosurveillance que cet homme n'existe pas. C'est David qui va ensuite avancer la théorie d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Une version qui est aussitôt démentie par le détective car il déclare en parcourant la scène de crime, j'ai réalisé qu'il y avait des objets de grande valeur. Brad possédait un pistolet à 9 mm, il est collectionneur d'art. Par là, je veux dire que sa maison était un trésor caché pour les voleurs, mais ils n'ont rien pris. C'était la scène de crime la plus mise en scène que j'ai jamais vue de ma vie. Le 9 mai, David est de nouveau interrogé. On examine une preuve matérielle qui va enfoncer le clou. Les données de son téléphone portable au moment du meurtre, David se trouvait au domicile de Brad. Et si ça ne suffisait pas, les images de caméras de surveillance d'un voisin révélaient la chronologie des faits. David arriva chez Brad dans la voiture de sa femme à 2h du matin et repart 40 minutes plus tard. 2 heures plus tard, David est filmé dans son véhicule à lui. Il était avec sa famille en train d'apporter le fameux matériel de jardin que Brad lui avait emprunté le moment de la découverte du corps. Désormais, on a la certitude que David n'a fait que du cinéma. Au moment où il dit avoir trouvé le corps de Brad en compagnie de sa femme et de sa fille pour pouvoir brouiller les pistes. Le lendemain du meurtre, les enquêteurs commencent à interroger les amis de Brad et là, retournement de la situation et révélation choc. Brad et David ne sont pas seulement les meilleurs amis du monde, David cache un énorme secret à ses proches depuis toujours. Il est homosexuel et entretient une liaison secrète avec David. Et qu'on apprenne une telle information, ça ne fait qu'aggraver le cas de David dans l'enquête pour homicide. Pendant l'interrogatoire, le détective explique qu'il a trouvé un préservatif usagé sur la scène de crime et qu'il est en train de retrouver l'ADN de David à l'intérieur. Un coup de bluff qui a pour but de déstabiliser David. Il l'interroge sur sa vie sexuelle et David va admettre qu'il a déjà eu des relations avec son meilleur ami, mais il ajoute leur dernier rapport sexuel date d'au moins 1 mois. Il ne s'est rien passé entre eux depuis qu'ils sont toujours ensemble.
Surtout que cette version ne colle pas du tout avec les témoignages de l'entourage de David. Certains proches de Brad qui étaient au courant de leur relation vont d'ailleurs témoigner qu'il s'agirait d'une histoire d'amour sérieuse et qui dure depuis longtemps. Une preuve indéniable qui ressort de l'enquête, une sextape retrouvée sur le téléphone des deux hommes où on les voit en plein débat. Même si David nie à 100%, il ne peut pas changer la réalité. David est tatoué, on voit clairement son tatouage dans la vidéo. Et cette relation entre David et Brad, c'est pas juste un plan cul, ils ont une vraie relation intime et amoureuse depuis des années. On estime même qu'ils ont commencé à se fréquenter pendant la formation de sécurité en 2011. Ça fait quand même 6 ans d'infidélité. David est finalement arrêté et poursuivi pour le meurtre de Brad. Sa femme chérie apprend avec horreur que son mari a tué celui qu'elle a longtemps considéré elle aussi comme un ami. Quand Chérie apprend la vérité sur son mari, elle est complètement dévastée. Au cours de l'interrogatoire, quand David annonce ça à sa femme, non seulement sa relation amoureuse avec Brad, mais aussi le meurtre. Chérie a l'impression qu'on lui a planté un couteau dans le cœur. Elle exprima sa douleur et son incrédulité en lui disant « Je ne peux même pas te regarder dans les yeux ». L'autopsie de Brad révéla des détails très importants sur sa mort. Selon le rapport d'autopsie, il a été tué de 2 balles tirées à l'arrière de la tête, ce qui contredit bien sûr la version de la légitime défense que David va donner au détective pendant son interrogatoire. L'arme utilisée est un pistolet de calibre 22 et les balles récupérées correspondent à celles que le policier a découvertes plus tard dans le véhicule de David. Le jour de la découverte du corps, les experts scientifiques couvrent la scène du crime et récupèrent des échantillons. Ils prennent des photos et ils vont constater très vite que la scène de crime a été manipulée pour faire croire à une entrée par effraction et un cambriolage. Ce qui ne colle pas dans le scénario du cambriolage, c'est l'absence de signes de lutte. D'entrée forcée. Justement, David ne s'est pas battu avec Brad, aucun signe de lutte, comme il a dit dans l'une de ses versions. Comme les impacts de balles sur la peau de Brad le montrent bien, on lui a tiré en pleine tête à l'arrière. Une exécution. Le pauvre Brad lui a littéralement tiré dans le dos. Et le pire, c'est que l'homme qui lui a tiré dessus, c'était celui qu'il aimait. Il n'a sûrement rien vu venir. Grâce à cette autopsie, on peut prouver à 100% que David, sa version qu'il a dit aux autorités concernant la légitime défense était totalement fausse. Pendant les funérailles de Brad, l'atmosphère au cimetière du nom ironique de cimetière de l'amitié était très pesante. Tout le monde ressentait beaucoup de chagrin. Brad était un homme apprécié de la communauté. Donc c'est une cérémonie où beaucoup de monde sera présent. L'enterrement se déroula dans la ville natale au cimetière de Louisville. Les amis, les voisins, les proches se souviennent de lui comme une personne aimante, généreuse. Brad n'avait que 43 ans au moment de sa mort. Et bien que tu as sûrement deviné le mobile de ce meurtre, c'est au procès que ça va se confirmer. Le procès de David Kinney, accusé du meurtre de Brad McGarry en février 2018 au tribunal du Compte pour l'instant, on ne sait pas si c'est un meurtre au premier degré ou au second degré. On doit encore déterminer s'il y a préméditation ou pas. David est défendu par l'avocat Christopher Gagin, tandis que Kevin Flanagan, le procureur, représente l'accusation. Le premier jour du procès, le procureur exposa les faits et insista sur les preuves matérielles et les incohérences dont les déclarations de David. De son côté, l'avocat de David va miser sur un seul argument, la légitime défense. David est soumis à une très forte pression psychologique au moment du drame. Quand il commet le meurtre, c'est comme si c'est lui la victime. Brad n'en pouvait plus de cette situation, ça dure depuis longtemps, il en a marre d'être l'amant secret. Il veut révéler son amour au grand jour et surtout vivre une relation avec David. Malheureusement, David n'est pas de cet avis et réagit de la pire des manières. Faire son coming out alors qu'il est marié, qu'il a des enfants, c'est hors de question. La situation dégénère. David n'aurait fait que se défendre d'une agression. Pendant le procès, le jury visionne les enregistrements des interrogatoires de David et les points importants à noter.
Pendant ce fameux interrogatoire, on voit que la femme de David, en réalité, elle était au courant de cette relation secrète. Elle apprend très récemment, peu de temps avant le meurtre. D'ailleurs, pendant cet interrogatoire, on y voit le détective laisser David annoncer lui-même à sa femme qu'il a eu une relation secrète avec Brad et que c'est lui qui lui a tué. Sherry va s'asseoir en face de lui puis va s'effondrer. Elle a du mal à croire que son mari qui ait pu faire cela, sans se rappeler le fait qu'il lui a amené elle et aussi leur fille sur la scène de crime. L'analyse en balistique va jouer un rôle très important dans le cadre de son procès. David a bien tiré sur Brad dans le dos et qu'il n'y a eu aucune dispute au moment de cette exécution. En tout cas, aucune trace de lutte. On suppose que Brad est mort sur le coup et qu'il n'a rien vu venir. Après plusieurs jours de témoignages, le jury va délibérer et va rendre son verdict. David est reconnu coupable de meurtre avec préméditation. Le juge prononce une peine de prison à vie sans libération conditionnelle. La salle d'audience reste silencieuse à l'annonce du verdict. David resta totalement inexpressif. Sherry quitta la cour sans faire de déclaration à la presse entourée de sa famille. 80 jours de procès auront suffi à sceller le destin de David qui restera en prison jusqu'à la fin de sa vie. Ainsi, notre histoire se termine ici. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo.